Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. On va revenir sur cette course au Parti libéral du Québec. Tranquillement, pas vite. On voit que ça commence à susciter peut-être un petit peu plus d'intérêt au sein même du parti. On a vu hier que Pablo Rodriguez, ministre des Transports du côté du Parti libéral du Canada, là, il doit réfléchir. Il réfléchit en ce moment à se lancer dans la course. On sait que Denis Coderre, lui, s'est lancé dans la course. On va parler de tout ça avec Nick Payne. Cette fois, sur Frédéric Beauchemin, qui accuse Ottawa, ni plus ni moins, de ne pas respecter les champs de compétences provinciaux. C'est pas la première fois qu'on entend ce type de critique. Bonjour, Nick. Bonjour, Karima. Oui, tu as raison. Cette course, en ces temps olympiques, c'est pas une discipline très enlevante. La course à la chefferie libérale, c'est comme une espèce de... C'est une course de fond. Ça s'étale sur 2 ans. Il faut pas aller s'acheter son popcorn trop tôt parce que c'est lent. Le déroulement est très, très lent. Alors, M. Beauchemin, c'est un des candidats annoncé ou pressenti depuis longtemps, qu'on connaît peu globalement. Je me suis un peu intéressé à lui, intéressé, le mot est fort. J'ai essayé de m'intéresser à M. Beauchemin, à ce qu'il a à dire, tout ça. Il faut dire qu'il est plutôt ennuyant, mais il a fait cette sortie aujourd'hui, peut-être pour essayer d'exister à nouveau, puisque là, comme tu l'as si bien dit, Pablo Rodriguez et Denis Coderre font parler d'eux. Et il a fait cette sortie. T'as juste mentionné qu'en ce moment, il est député de Marguerite Bourgeois. Oui. Donc, voilà, l'Assemblée nationale du Québec, bien sûr, pour le PLQ. Et comme tu dis, fait partie, il y a eu toutes sortes de noms qui avaient circulé là, pour être pressentis à cette course à la chefferie. Donc là, il sort et il tente de se faire démarquer avec ses arguments. Et c'est un bon libéral bien élu. Il vient du milieu banquier, je crois, ou de la finance. Là, faudra préciser. Mais donc, il fait cette sortie pour dire que Ottawa ne respecte pas les champs de compétences des provinces canadiennes. Plus que jamais, ces années-ci, d'ailleurs, là, sous le gouvernement Trudeau, il dit qu'il souhaite pérenniser notre partenariat avec le fédéral pour les générations à venir, et il souhaite une nouvelle entente pour mieux encadrer le pouvoir fédéral de dépenser. Ce fameux pouvoir qui fait qu'Ottawa outrepasse ses champs de compétences, parce que dans des domaines où Ottawa n'a pas en principe juridiction, le gouvernement fédéral met de l'argent sur la table et dit, voyez, si vous voulez avoir cet argent, vous devez respecter telle ou telle norme que nous édictons. Alors, c'est une façon informelle, au fond, de ne pas respecter la Constitution canadienne et de se comporter comme quoi? Comme un gouvernement central qui chapeaute des gouvernements subordonnés, dont celui du Québec. Et c'est là qu'on arrive à la faillite intellectuelle de la famille libérale et qu'on appelait autrefois fédéraliste, qu'on pourrait, à mon avis, plutôt appeler canadianiste. Le Canada n'est pas véritablement une fédération. Ce sont des... Voilà, surtout dans le cas du Québec, là, c'est plutôt une nation qui est politiquement dominée ou sous la tutelle d'une autre nation. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, les libéraux, ici, rêvent en couleur. Qu'est-ce qui vient nous dire, M. Beauchemin, au fond, que c'est bien effrayant là, qu'Ottawa outrepasse ses champs de compétences? Après, mais quelle espèce de début, de commencement, de l'ombre, de l'amorce d'un bras de levier ou d'un rapport de force a-t-il pour amener Ottawa à repenser sa façon de faire et à obtempérer dans le sens des demandes? Mais c'est ce qu'on l'a vu. Je pense que la démonstration a été faite cette année à plusieurs reprises avec la CAQ. Là, rappelez-vous, là, il retournait à Ottawa, finalement, il revenait un peu bredouille. Bon, oui, il y a certaines ententes là, pour des budgets, par exemple, pour la question des dossiers d'immigration, mais globalement, notamment sur les pouvoirs en immigration, c'était toujours une fin de non-recevoir, là, de dire le rapatriement de tous les pouvoirs. Il y a eu cette fin de non-recevoir aussi. Donc, effectivement, quand il dénonce cet empiètement, finalement, ça serait quoi ces solutions dans ce cadre de fédéralisme canadien de toute manière? Ah ben voilà, ce serait un nouveau partenariat. Comment on fait pour l'obtenir? Mystère et boule de gomme. Puis ça, tu viens de décrire la situation de cette année. On aurait pu parler de l'année dernière, puis de l'année d'avant, puis de 2021, puis 2020, puis de 1998 aussi. Ce n'est pas
On le sait, là, comme disait Normand Brathwaite dans l'annonce de la grande quincaillerie, si ça existait, on l'aurait. Hein? Si ça se pouvait, ça se saurait. Québec n'a pas les coups des franches, n'a pas de rapport de force, et c'est pas parce que M. Beauchemin débarque ce matin en disant « Moi, je suis le futur chef du Parti libéral et je vais vous montrer comment ça marche » que les choses vont changer. Alors, il met les pieds sur un terrain glissant où probablement que la plupart de ses adversaires, d'ailleurs, n'oseront même pas aller parce qu'ils savent que c'est tendre une joue puis après l'autre, et puis c'est donner beaucoup de munitions à Paul Saint-Pierre Plamondon, notamment. Hein, qui va dire bon, mais parfait, on attend les résultats maintenant. On attend de voir quelles sont les solutions concrètes. C'est d'aller sur le terrain glissant de l'impuissance avouée. Là. Finalement, tu vas aller jouer dans ces plates-bandes-là et ça risque plutôt de, comme on dit, de rebondir, mais pas de la bonne façon. Parlons de deuxième sujet. D'ailleurs, je la recevais hier. Vous pouvez retrouver l'entrevue en balado. C'était Mireille Elchacar, hein, qui est vraiment donc cette spécialiste linguiste, et elle avait écrit ce papier sur la réforme du français, en fait sur les différents registres de langage. C'était surtout ça. Puis elle disait que l'angle mort, il y avait l'aspect, c'était le registre par exemple familier, puis elle disait que c'était normal qu'on ait ce registre de langage familier, puis qu'on avait tendance parfois à avoir, je ne veux pas trop simplifier, mais si je paraphrase un peu, que le langage familier, ça faisait partie aussi de la langue, mais c'est un niveau de langue, ça fait partie du registre, puis de s'auto-critiquer peut-être un peu trop, puis d'être toujours hyper conscient de s'auto-juger pendant qu'on parle, c'est peut-être contre-productif quand on parle de protéger la langue et sur la question de l'insécurité linguistique. Donc, elle parlait de ça notamment, mais pas que. Et toi, tu dis, c'est plutôt tous les lieux communs du nivellement par le bas. Oui, c'est ce que je t'ai écrit dans notre petit échange quotidien. Effectivement, elle convoque la notion de registre et de niveau de langage pour dire qu'au Québec, on est trop critique à l'endroit de la qualité de notre langue. On est trop à cheval là-dessus. Mais justement, il y a au Québec une particularité à propos des niveaux de langage, c'est que nous avons un immense fossé entre nos niveaux de langage, beaucoup plus grand qu'ailleurs dans le monde. C'est ce qui fait notre particularité, c'est ce qui témoigne ou qui participe de notre problème de qualité linguistique aussi. C'est-à-dire que si on ne maîtrise vraiment que le français de la rue, le français du bas, appelons-le comme ça, pour reprendre les concepts de Mme Elchacar. Registre familier. Voilà, le familier, on est tellement loin d'un français minimalement châtié qu'on n'arrive plus à finalement à remonter à l'échelon supérieur lorsqu'il faut utiliser une langue un peu plus, s'exprimer un peu plus de façon un peu meilleure, si tu veux. Oui, mais c'était vraiment intéressant parce que, justement, je vais poser aussi cette question-là à Mireille Elchacar. Je disais, il me semble que le problème au Québec, c'est pas la question du registre familier au sens que c'est assez répandu. Le problème, c'est peut-être, dans certains cas, d'augmenter un petit peu la qualité de notre français, du niveau aussi. C'est plus ça, le reproche qu'on peut se faire. C'est pas d'utiliser le registre familier. Là, c'est pas là le problème. En tout cas, personnellement, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, c'est ça. Et si on parle de francophonie, à un moment donné, j'ai pas de problème à ce qu'on ait justement le français québécois, puis qu'on ait notre accent, et ça fait partie de nous aussi, là, cet accent québécois. Mais quand on parle de cette connexion avec la francophonie de tous ces pays francophones, il arrive aussi à un moment donné, on ne peut pas être complètement folklorisé, là, c'est-à-dire chaque pays. C'est comme, tu sais, si tu vas en France, oui, on parle, il y a l'argot français puis des expressions, mais c'est pas, ça va être parsemé, c'est pas ça non plus, c'est pas la majorité. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on dit que, dépendamment si on se promène dans différents pays francophones, qu'on va se concentrer sur vraiment nos spécificités, il y a aussi cette idée de pouvoir communiquer à travers le monde, avec tout le monde aussi. Absolument. Donc, c'est un mélange, en fait, c'est d'être fier de ces différences-là, de notre québécitude, oui, mais en même temps, moi, je pense comme toi, là, sur la question du nivellement par le bas, faut résister à cette tentation et on ne sert pas la jeunesse en faisant ça.
Ben non. Ben d'ailleurs, sur les niveaux de langage, elle dit, par exemple, il faut pas toujours parler en langage soutenu parce que c'est mauvais pour la spontanéité et c'est plate quand on jase entre amis. Mais je m'excuse, mais moi, j'aime ça, avoir des discussions un peu profondes parfois avec mes amis. J'aime ça m'exprimer clairement et qu'on se fasse comprendre clairement quand on est autour de moi. Je suis pas toujours au bord du feu en train de prendre une brosse ou couché dans la salle de bain avec mon beau-frère en train de remplacer le speedway de la toilette. Tu comprends? On peut minimalement rehausser, on est capable de parler minimalement bien sans perdre en spontanéité. Mais qu'est-ce que c'est que encore là, un lieu commun et une sorte de préjugé, au fond, qui va assez bien avec l'ensemble de son discours. Elle dit que la langue est élitiste, par exemple. C'est un discours qu'on entend souvent chez ceux qui veulent réformer. Aussi, le français, elle dit, il faut pas trop corriger nos ados qui écrivent mal dans un texto parce que ça va avoir le contraire de l'effet escompté. Ben non, mais encore une fois, on peut quand même minimalement essayer d'apprendre et de transmettre à nos enfants. C'est notre travail comme parents, ce qui fait que les jeunes en viennent à trouver qu'on est casse-pied ou casse-couille avec la langue. Des fois, c'est pas parce qu'on est trop insistant, c'est parce que à l'heure actuelle, nous sommes en phase d'accélération, je dirais, de notre assimilation à travers les réseaux sociaux, la révolution numérique et l'anglais est tellement séduisant que le moindre effort qu'on demande pour le français est mal vu. Elle nous parle du concept d'insécurité linguistique dans son texte du Devoir, Mme El-Chakkar. Ça, c'est un grand classique de Radio-Canada et du Devoir notamment. C'est l'idée que les francophones hors Québec parlent, au fond, sont presque assimilés, maîtrisent très mal le français, non pas parce que ils sont dans une situation démographique et politique difficile, mais bien parce que nous, au Québec, on serait méchants avec eux. On exige trop, on est trop snob avec la langue. Pense-y, là, le Québec, là, c'est pas l'endroit de la haute voltige linguistique quand même. Je termine, j'aurais plein d'éléments, mais je sais bien que le temps file. Elle dit en outre que le français est une langue difficile, c'est compliqué, une langue un peu poussiéreuse qui n'a pas été réformée. Quel préjugé, encore une fois, corrosif à mon point de vue. Il faut arrêter de se dire que le français est une vieillerie dépassée. Ce n'est pas vrai. De grands linguistes comme Claude Agege, par exemple, ont travaillé pendant des années pour démontrer que le français, c'est pas une langue compliquée, là. Est-ce qu'on peut parler du cantonais, par exemple, ou même des multiples exceptions de la langue anglaise? C'est ce que disait M. Agege. Ce n'est pas du tout vrai que le français est si compliqué que ça. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé souvent de croiser des gens qui me disent « Ah, le français, c'est trop compliqué. L'anglais, c'est bien plus simple. » Or, ces gens-là parlent mal anglais et écrivent mal anglais aussi, comme quoi, lorsqu'on ne maîtrise pas sa langue maternelle, on est mal équipé pour maîtriser ensuite une langue seconde. On pourrait continuer comme ça longtemps. Mais j'invite les gens à écouter sa version, parce que je pense que c'est intéressant. Oui. Elle a sa vision. Elle serait probablement pas en accord avec ce que tu lui reproches. Puis tant mieux qu'on puisse en discuter. C'était donc Mireille El-Chakkar qui est linguiste et qui a écrit cet essai Délier la langue. Mais c'est très intéressant. Puis je pense de toute façon que si on veut rendre service à la jeunesse, c'est vraiment de donner les outils, d'avoir le plus de vocabulaire possible pour exprimer toutes les nuances de ces non, mais toutes les nuances de ses émotions, toutes les nuances de ses idées. Et plus on est capable d'être construit, si vous voulez, avec la langue, avec notre vocabulaire, avec notre capacité de maîtriser les mots, ben moins justement, j'ai l'impression que moins... Pardon? Oui. Plus on est capable de penser à ce moment-là, clairement. Absolument. Donc, tout ça va ensemble. Vraiment, ouais. Puis on doit avoir cette fierté-là, puis je suis bien d'accord là-dessus à ce sujet. Puis peut-être en terminant, on n'a pas beaucoup de temps, mais en terminant, tu voulais revenir rapidement sur ce qui se passait au Royaume-Uni, là? En quelques mots, alors ce drame absolument effroyable, un jeune d'origine rwandaise qui assassine des enfants au couteau dans un cours de danse. Laissons cette partie-là d'histoire au reportage professionnel et sérieux. Bien, en fait, il y a eu 3 fillettes. Il y a eu des enfants qui ont été attaqués, qui étaient dans un cours de danse. Il y a 3 fillettes âgées à peu près de 3 ans qui ont été tuées à l'arme blanche.
par un individu, c'est ça, là, qui a des origines rwandaises. On dit qu'il est anglais. Il y a eu toutes sortes d'informations qui ont circulé au départ, qui n'étaient pas nécessairement vraies sur ses origines ou quoi que ce soit. Mais donc, oui, c'est un adolescent, le suspect, un adolescent de 17 ans d'origine rwandaise. Et là, ça a créé une onde de choc. Il y a eu des manifestations. Ça a dégénéré. Et ensuite, il y a eu des violences. Il y a eu aussi, des hôtels pour migrants, là, qui accueillent des migrants qui ont été ciblés. On voit que ça a dégénéré. Mais dans la rhétorique, toi, tu voulais revenir sur la rhétorique dans les médias qui disaient, c'est... Et dans le monde politique. C'est ça. Oui, et notamment chez le nouveau gouvernement travailliste, donc plus à gauche que le gouvernement précédent. Oui, des émeutes sur fond de rejet, au fond, de l'immigration. Il faut bien le dire, là. Dans ce pays, d'ailleurs, qui a fait son Brexit en grande partie pour des raisons liées au mouvement migratoire. Et oui, dans l'univers médiatique et politique et commentatorial, ce qu'on entend, c'est que les émeutes ont lieu parce que certains politiciens tiennent un discours critique de l'immigration, ou critique de une perspective divergente sur la question des mouvements migratoires, de la façon de les gérer. Je trouve fascinante cette façon d'effacer des pans entiers du réel. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la population britannique en ce moment qui n'est pas en train de faire l'émeute, Dieu merci, mais qui est néanmoins révulsée par ce qui s'est produit, mais qui est plus largement dans le doute et dans une forme de lassitude et d'exaspération devant le phénomène migratoire et qui demande des réponses. Et là, on fait comme si ça n'existait pas. À l'heure actuelle, il y aurait des émeutes, tout simplement parce que, d'une part, il y a eu une tragédie, je le comprends bien, mais d'autre part, parce que de méchants politiciens de droite diraient des choses incorrectes. Ce discours-là... Qui agiterait l'extrême droite, qu'on retrouve donc dans ces manifestations des groupuscules d'extrême droite violents. Mais je suis d'accord que, tu sais, souvent, on nous dit pas d'amalgame. Donc, pas d'amalgame pour, exemple, c'est ça, les informations sur le suspect, pas d'amalgame, ça. Mais pas d'amalgame non plus sur le fait qu'il y a différents enjeux, puis on mélange tout. Puis j'ai l'impression qu'on se sert de ça pour verrouiller certains débats. En associant tout de suite le débat sur les flux migratoires, sur l'immigration, en l'associant tout de suite à l'extrême droite, finalement, vous verrouillez la chose. Et c'est un peu le problème, là. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde condamne les violences, tout le monde condamne les éléments radicaux qui font, qui usent de violence, mais ça n'abolit pas ce débat sur la question de la régulation des flux migratoires. Puis c'est pas la faute de politiciens si cet enjeu-là existe. Là. Je veux dire, l'enjeu, il existe. On peut décider... Tout en reconnaissant qu'on ne peut pas prendre cet événement-là et le mettre sur le dos de l'immigration. Ça c'est correct aussi. Là. Tout à fait. Faire attention à ça. Néanmoins, là, le lien a été fait, la population est outrée, et puis on peut pas faire comme s'il n'y avait pas un problème là-bas en rapport avec cette question-là, qui n'est pas forcément incorrect ou immoral. Tout à fait. Je pense qu'occulter ça, c'est se prévoir d'autres problèmes à l'avenir. Je te remercie beaucoup, Nick, puis on va se reparler demain. Merci, Nick Payne. Avec plaisir. Salut.